En vrai, à terme, il faut faire péter ce système de l'ASE qui, là encore, nous montre à quel point il est devenu une machine folle, diabolique, stupide, qui place, et qui ne protège pas les gosses. Et qui offre, là c'est vraiment la République française, qui offre de la chair fraîche à monsieur tout le monde. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un ami, un copain, quelqu'un qui vient régulièrement sur cette chaîne YouTube, c'est Monsieur Carl Zero. Monsieur Charles d'Anjou, mes respects. J'ai plus besoin de te présenter, animateur, producteur et directeur de la publication d'une excellente revue dont je recommande la lecture. C'est L'Enfer des Affaires. C'est une revue que vous pouvez trouver dès à présent dans tous les kiosques partout en France, aussi en vente sur ton site internet. Sur l'enversdesaffaires.fr. Exactement. Alors, tu t'es spécialisé dans le combat pour la protection de l'enfance, pour la protection des mineurs. Et ce coup-ci, là, tu tapes très fort puisque ce numéro est consacré à la nouvelle prostitution. Tu titres 25 000 mineurs de l'aide sociale à l'enfance prostitués en danger. Pourquoi avoir décidé de consacrer ce numéro à cette problématique en particulier ? Eh ben, c'est très lié à mon combat contre la pédocriminalité. Ça fait 5-6 ans que je suis là-dessus à fond, depuis en gros que je suis en retraite. Même si j'ai une chaîne de télé, mais c'est quand même une retraite. Et j'ai décidé de faire ce combat-là. Et puis, je trouve que on n'aboutit pas à grand-chose, ça ne se réveille pas beaucoup, il n'y a pas encore ce formidable mouvement que j'attends de toute la société en disant on ne touche pas aux enfants, on arrête la pédocriminalité, on met des peines très très lourdes aux pédophiles et on n'en parle plus et on passe à autre chose et les enfants sont protégés. Bon. Et là, tout d'un coup, m'arrive un témoignage d'une fille qui vient de l'ASE, qui a passé des années là-bas et qui a été prostituée à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à 22 ans. Donc, on va dire que de 12 à 18, elle était en foyer de l'ASE, à Villiers-sur-Marne. Et là, je comprends que, au travers de son témoignage, que c'est pas quelqu'un d'isolé. Que c'est, en fait, elle me dit, mais je dis, mais combien se prostituaient au sein du foyer ? Elle me dit toutes. Mais je dis, comment toutes ? Toutes. Il n'y a pas d'autre choix. Mais pourquoi il n'y a pas d'autre choix ? On ne nous propose rien. On ne nous propose rien d'autre en réalité. En revanche, les éducateurs, les veilleurs de nuit, nous poussent vers ça. C'est-à-dire, ça commence par des petites gâteries, si tu vois ce que je veux dire, de l'amitié. Ce sont quand même des filles, elles ont été retirées à leur famille. Hein. Ce sont des enfants ébréchés qui arrivent là-dedans. C'est pas des enfants... Déjà, c'est des enfants, on va dire, qui n'ont pas eu de chance. On les met ensemble et on ne les tient pas. Quand je dis on ne les tient pas, on leur offre aucun modèle, aucun avenir. On les garde comme ça, mais on ne les garde pas vraiment, puisque le soir, elles sortent. Alors, moi, je ne pensais pas que dans les foyers, on avait le droit de sortir, mais elles ne demandent pas d'autorisation, elles sortent. Et puis, qui les attend à la sortie ? Eh bien, des petits Macs. Et c'est qui, ces petits Macs ? C'est des copains des veilleurs de nuit. Les veilleurs de nuit ont prévenu, il y a une nouvelle qui est arrivée, hop, elle sortira à 22h, bien maquillée, ne t'inquiète pas. Les autres les emmènent, faire quoi ? Se prostituer. Et donc ces filles se retrouvent à faire 10 passes d'affilée, en retour au foyer, et on recommence la nuit suivante, ou alors elles partent 3 jours. Et dans des cas comme ça, la moindre des choses de la part des ASE, donc des responsables de ces foyers, des éducateurs, serait de signaler au juge. Toutes ces filles, elles ont vu un juge pour se retrouver là. De dire, elle n'est pas là, elle n'est jamais là. Ou alors, c'est bizarre, elle est habillée, il y en a pour 4 000 € d'habits sur elle, où elle a telle chaussure, tel sac. Non, ils ne voient rien, là, tac, comme les petits singes, là, tu vois. Ils font semblant que ça n'existe pas. Et en cherchant, en parlant avec des gens dont c'est le métier, Michel Hamas, l'avocat marseillais, on va y revenir, ou Claude Ardide et Nadège Hubert qui viennent de sortir un bouquin, je me rends compte que le phénomène est généralisé et qu'on peut parler de 25 000 mineurs livrés à la prostitution. Alors comment elle procède ? Donc, je t'ai dit, les petits mecs viennent la chercher devant le foyer. Et là,
Ils les mettent sur des sites d'escorte, alors qu'elles ont 14 ans. Alors elles disent évidemment qu'elles ont, parce qu'on ne demande pas la carte d'identité pour s'inscrire. Elle dit j'ai 18 ans, je m'appelle Cindy alors qu'elle s'appelle Paulette. Et la Cindy, elle est donc en 2 clics, tu peux aller consommer toi la Cindy. Donc s'il y a 25 000 filles comme ça qui sont lâchées dans la nature, combien il y a de clients? À 10 par jour, 250 000 au bas mot. Ce chiffre, il sort d'où, les 25 000? Comment tu as réussi à comptabiliser On prend le nombre de foyers, on regarde le nombre de filles, on regarde sur les sites d'escorte combien il y en a. Et on fait la règle de 3 et on se rend compte qu'on a 25 000. On savait qu'en 2021, il y en avait 15 000. On sait que maintenant, c'est exponentiel. Toi, cette prostitution que tu décris, c'est une double prostitution. Tu parles de prostitution en interne avec les cadres qui travaillent dans les foyers de l'ASE et aussi des vrais réseaux criminels à l'extérieur qui... Ces réseaux criminels, bien sûr. Et ça fonctionne ensemble, c'est ce que tu veux dire. Comme la police a des indices, on ne va pas dire les narcotrafiquants, mais les prostituaux-trafiquants ont des indices au sein des foyers. Qui rentre, qui sort, il y a qui, elle est jolie, pas jolie, à quoi elle peut servir, elle est farouche, elle n'est pas farouche, etc. Elle a un grain, elle n'a pas de grain, bon. Ils savent tout. D'ailleurs, on parlait des narcotrafiquants, c'est exactement les mêmes en réalité. Beaucoup de narcotrafiquants se disent finalement, je vais plutôt faire un peu de prostitution, je prendrai beaucoup moins cher et je ne vais pas me faire tuer par la mafia des MZ dans 2 jours. Là-dessus, il n'y a pas d'enjeu. Et si je tombe, je prendrais un an et donc 6 mois avec sursis. Donc je risque rien. Donc c'est un gros business, c'est beaucoup d'argent. Les filles, elles se font entre 2 et 3 000 par jour. C'est beaucoup d'argent. Des filles qui n'ont rien et qui se retrouvent. Alors évidemment, ils les mettent dans la drogue. Déjà, quand elles sont fouillées, elles fument du shit. Après, ils leur filent un peu de coke. Et après, elles sont au crack. Et quand tu es au crack, c'est fini. Tu es tenu. Toi, tu connais bien l'ASE, tu dénonces les pratiques, le mode de fonctionnement et comment dire, une institution qui, quelque part, est hors de contrôle. Ce phénomène que tu décris là, est-ce qu'il est nouveau? Est-ce qu'il est exponentiel? Ou est-ce qu'il existait déjà il y a 20 ans? Il existait évidemment déjà il y a 20 ans, même il y a 30 ans, il existait. Du temps de la DAS, on appelait ça la DAS. Il y avait déjà le même système. Mais il y avait beaucoup moins de ces petites prostituées. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Parce que s'inscrire sur les sites en question d'escorte, c'est très facile. Pour elles, en 2 clics, elles le font. Elles font des photos entre elles. Et dès qu'une petite rentre, elle va être prise en main par les autres petites, qui vont lui présenter déjà les bonnes personnes au sein du foyer, puis les bonnes personnes, ou plutôt les très mauvaises, à l'extérieur du foyer. Et elles se retrouvent prises en main. Et elles ne peuvent pas y échapper. Et on leur propose rien. Et tout le monde le sait, là où c'est beaucoup plus grave. Tout le monde le sait, à tous les échelons. Et personne ne fait rien. Comme si finalement, c'est pas grave. C'est des petites, il faut bien niquer, allons-y. C'est quoi le profil type d'une jeune fille comme ça, d'abord peut-être qui arrive à l'ASE et ensuite qui passe à la prostitution? Le profil type, il est simple. Et c'était, tu le disais, j'ai déjà consacré un numéro à l'ASE, mais c'était sous l'angle des placements abusifs. C'est-à-dire que on se rend compte que dans les enfants placés, il y en a 80% qui n'ont rien à faire dans des foyers ou dans des familles d'accueil. Pour un oui, pour un non, les services sociaux vont placer des gosses. Le moindre truc va faire placer un gosse. Une engueulade entre les parents, surprise par un voisin qui prévient une assistante sociale. Ils vont débouler. C'est du placement abusif. Placement abusif. Ils les foutent en foyer. Parce que il peut y avoir des situations, évidemment, où il est important de placer l'enfant. Combien même il va mal tourner derrière, parce qu'il est violé par son père, parce que ci, parce que ça. Mais dans la plupart des cas, c'est des enfants, il y a un peu de laisser-aller, ou la mère picole, mais on pourrait les placer chez les grands-parents, chez un oncle, dans la famille. C'est comme si la notion même de famille, dans ce pays, n'existait plus. C'est l'État. La famille, maintenant, c'est l'État. Mais l'État, s'il prend en charge les enfants, qui s'en occupe correctement, au lieu de les transformer en petites prostituées. C'est ça le problème. Donc, on revient sur l'exemple type que tu veux. Une fille qui
Mettons, Clara, que j'ai rencontrée, que j'ai interviewée, qui a donc été prostituée de 12 à 22 ans et qui maintenant fait des ménages pour vivre, essaye de se reconstituer, ne peut plus se voir dans une glace, ne peut pas raconter au mec avec qui elle est aujourd'hui ce qu'elle a fait avant, parce qu'il fuirait. Donc elle est dans une situation, n'est pas suivie psychologiquement. Seuls 4% des personnes qui sortent de l'ASE sont suivies psychologiquement. 4%. Alors que l'ASE produit 20% de SDF. Bon, enfin, je reviens à mon exemple. La petite qui arrive là-dedans, pour une raison X. Je reprends Clara. Son père l'a tapée. Il l'a tapée parce qu'elle défendait sa petite sœur. La mère était morte. Donc on a dit, le père est violent, on place tous les enfants. Allez hop, terminé. On aurait pu se demander s'il n'y avait pas justement des grands-parents, des... Bon. Non, 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 non. On les place. Alors déjà, ils perdent leurs amis, l'école, leur foyer, leur repère, leur père, même s'il est violent, tout ce qui a constitué leur enfance. Ils doivent se réinventer à l'intérieur d'un nouveau système. Et dans ce nouveau système où ils arrivent, la règle, quand tu es une jeune fille ou que tu es un garçon à tendance gay, c'est de te prostituer. Il n'y en a pas d'autre. Donc, elle se retrouve forcément embringuée dans ce système dès l'âge de 11 ans. Et je délire pas. Parle-en avec Michel Hamas, l'avocat de Marseille, qui vient d'avoir le courage. Alors là, c'est malin ce qu'il a fait. Il a attaqué, et il commence par 3 présidents de département. Faute lourde. Tout en haut de la chaîne de l'aide sociale à l'enfance, c'est par département, il y a le président du département. Il leur demande des comptes, en disant qu'est-ce que vous faites pour ces filles. Donc, il prend à chaque fois, dans chacun des départements, une fille qui porte plainte pour non-assistance à personne en danger. Et du coup, ça a un petit peu fait péter le plafond de verre, parce que les médias, qui d'habitude, dès qu'il est question de pédocriminalité, sont sous le tapis, on attaque des présidents de département. Là, ils écoutent, il se passe un truc. Du coup, il a eu des échos. Du coup, des parlementaires ont décidé de le recevoir pour l'écouter. Pour dire, alors, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Alors peut-être ça va faire bouger les choses. En vrai, à terme, il faut faire péter ce système de l'ASE qui, là encore, nous montre à quel point il est devenu une machine folle, diabolique, stupide, qui place, et qui ne protège pas les gosses. Et qui offre, là c'est vraiment la République française, qui offre de la chair fraîche à monsieur tout le monde. Parce que les flics, tu vas sur les sites d'escorte, les flics ils sont au courant, ils regardent c'est qui les clients. Ils ont les adresses IP des mecs. Ah oui, je viendrai à 14h, machin. Et ils voient toutes les couches de la société. Toutes. Artisans, commerçants, professeurs, éducateurs sportifs, policiers, magistrats. Donc autant de gens qui sont censés être responsables de l'enfance. Si ces gens que peut-être je vais rencontrer demain, dans le cadre d'une asso, dans le cadre d'un débat, dans le cadre de je sais pas quoi. Et oui, vous avez raison, c'est formidable ce que vous faites. Et le même mec, à 19h, il va aller se taper une petite. Alors, si tu veux, c'est là où je suis un peu... Je me rends compte que mon combat, il est compliqué, parce que j'ai en face de moi des gens qui disent oui, vous avez raison, et qui en fait profitent du système. Ce qui est grave dans l'enquête que tu décris, c'est que c'est pas seulement ou très peu une démarche individuelle de filles qui sont paumées ou qui ont été prostituées avant d'intégrer l'ASE. C'est vraiment puis c'est un système structuré entre l'encadrement de l'ASE et des réseaux criminels, voire même pédocriminels, parce que tu prends le cas peut-être de très très jeunes filles. C'est-à-dire que c'est devenu un business et tout ça, c'est quasiment mafieux, quoi. C'est totalement mafieux. Je vois M. Darmanin, M. Retailleau faire marcher sur les mains et faire les pieds au mur à propos des narcotrafiquants et de, je ne sais plus comment il s'appelle là, bon, j'ai oublié son nom, avec le truc très violent à un péage d'autoroute, là, etc., avec ses cheveux orange. Bon, très bien, ça existe, c'est certainement un problème, mais ce problème-là, il est largement aussi grave. Et ils font quoi? Ben rien, et c'est les mêmes. Tu sais si ces réseaux qui organisent la prostitution des jeunes filles de l'ASE sont liés au narcotrafic Ils le disent eux-mêmes. Ils disent
j'abandonne. Ça, c'est dans le bouquin de Nadège Hubert et Claude Ardide. Ils ont rencontré les jeunes Macs. Les jeunes Macs, ils viennent de la cité. Alors ils commencent dealer, machin truc, puis à un moment, soit tu deviens chef des dealers, et puis alors là, tu fais go fast et machin et truc, et là, tu peux te prendre des rafales de Kalachnikov. Si ton boulot, ça consiste à aller chercher des petites de 12 ans à la sortie d'un foyer, en plus, tu noteras que les foyers, ils sont toujours dans des zones. T'as aucun foyer dans le 16e à Paris, hein. C'est toujours des endroits qui sont des endroits où il y a une violence latente et où les mecs vivent. Ils crèchent là, eux-mêmes, pour leur plaisir, sont contents de trouver un peu de chair fraîche et d'en faire profiter, alors là, le kidam moyen. Donc, c'est véritablement du trafic sexuel en France, aujourd'hui, et sous l'égide de l'ASE. Et les foyers de l'ASE sont devenus un vivier pour ces organisations Tous. criminelles. Tu décrivais dans des numéros précédents les problèmes de violence interne, aussi de viol entre, Bien entendu. entre jeunes filles, jeunes garçons placés dans l'ASE. On a l'impression que cette structure, quels que soient d'ailleurs les départements, à moins qu'il y ait un département qui s'en sorte mieux que d'autres, mais que ces structures sont... que tout est gangréné et qu'en fait les adolescents qui sont placés sont en fait livrés à eux-mêmes, livrés aux pires éléments des foyers, et qu'il n'y a pas de système de contrôle interne. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'il y a des surveillants, il y a des surveillants, il y a un encadrement, il y a un directeur par foyer, il y a des services sociaux, et qu'une fois que les gamins on pousse la porte et intègrent le foyer, c'est la jungle. Ah mais la jungle absolue. C'est parce que il faut. C'est pas parce que tu es en foyer que c'est pas le concours. C'est comme dans les écoles, le concours de celui qui va être habillé le plus chic, le plus à la mode, le plus classe, des habits de marque, etc. Comment veux-tu les avoir? Ils rêvent sur leur portable. Ils voient des trucs d'influenceuses, de TikTok, de machin. Elles veulent tout être comme ça. Et donc, comment tu te le payes? Il y a une solution toute trouvée. Tu te prostitues. Et elles n'y voient même pas le mal. Elles pensent que c'est normal. C'est ça le pire dans les témoignages qu'on a. C'est qu'elles croient. C'est te dire à quel point on est chez les fous. Elles croient que c'est la voie normale. Donc c'est consentant pour la plupart. Ah, mais la plupart, c'est consentant. En plus, elles sont droguées. Donc, elles n'y voient même pas le mal. Tu vois... Il y a quand même une alternative, parce que dans le temps, dans les années 50 ou avant, il y avait, quand il y avait des foyers, il y avait un uniforme, il y avait une discipline, il y avait des surveillants qui étaient formés, etc. Non, mais c'est possible de le faire. On reparle de l'uniforme à l'école, on reparle des internats pour rééduquer des gamins qui sont en perdition, qui sont ultra-violents, etc. Moi-même, j'étais en lycée militaire. Je sais que c'est possible d'avoir quelque chose qui fonctionne. Pourquoi là, ça ne fonctionne pas? Mais parce qu'il n'y a pas du tout cette volonté-là de les encadrer. Il y a juste la volonté, c'est comme si tu avais un petit enclos avec des animaux. Puis voilà, puis tu leur lances un bout de pain, non, tu leur files à bouffer à la cantine. Si elles sortent, ils t'expliquent, les directeurs de foyer, on n'a aucun droit de rétention sur eux. Ils font ce qu'ils veulent. Comment ça, ils font ce qu'ils veulent? Vous pouvez pas les boucler, non, on ferme la porte. On ferme la porte, c'est simple, non? Non, on n'a pas le droit. Et qu'est-ce qu'ils risquent? Je ne sais pas. Rien. Ils ont qu'à les boucler. Mais tu parles, ils laissent faire. Et d'ailleurs, les filles témoignent aussi que même les directeurs de foyer, parfois, ont la main baladeuse, sont un peu relous. Alors, je pose la question, est-ce qu'ils ont choisi ça par hasard, d'être en contact avec l'enfance? Et la réponse est que, malheureusement, non. C'est un peu par goût aussi, par atavisme pour ça. Parce que dans toutes les enquêtes sur lesquelles tu travailles, et que tu publies via ta revue, notamment, et sur Internet, sur ta chaîne YouTube, tu décris effectivement que tout ce qui tourne à la protection de l'enfance, en fait, attire les pédocriminels, les tordus, les maniaques, etc. Et qu'en fait, il n'y a pas de contrôle sur ces structures, sur l'encadrement, il n'y a pas vraiment de sélection. Est-ce qu'il y a des tests psychiatriques psychologiques au moins pour les encadrants, les surveillants Rien. Alors, il faut 20 mois d'études, bon, c'est pas très long, pour devenir éducateur des services sociaux.
déjà, en 20 mois, tu as appris quoi? Qu'est-ce que tu connais aux enfants? Qu'est-ce que tu connais à la vie? Bon. Les veilleurs, ceux qui sont là la nuit, les surveillants de nuit, il faut rien. Il faut juste chercher un boulot. Alors là, t'imagines, c'est quand même assez facile. Justement, t'habitais pas loin. Dans la journée, tu deals un peu le shit. Bah, le soir, tu peux être un peu veilleur. Enfin, on met absolument n'importe qui. Et au-dessus, on est débordé et on n'a pas assez de personnel. Rappelons 9 milliards 600 millions d'euros par an, rien que pour l'hébergement, sont donnés par l'État aux ASE. Donc c'est pas un problème de budget. Eux disent que c'est un problème de budget, mais moi je réponds mon cul. Évidemment que non, c'est pas un problème de budget. C'est un problème de volonté. C'est un problème de dire, bon, bah c'est fini les conneries. Il n'y a personne. Il y a personne. Et Dieu sait qu'ils sont au courant. Hein. Y a une députée Santiago, Isabelle Santiago, Val-de-Marne, PS. Bon, bah, elle a alerté, elle a rendu un truc. Bon, ils sont assis dessus comme d'habitude. Hein. Tu vois, elle a fait des tables rondes, des machins. Ils font toujours ça. Ils font toujours des tables rondes, des colloques, et puis des comités théodules. Et à l'arrivée, il n'en sort rien du tout. On bouge pas une oreille. On laisse les petites se prostituer. Comme si ça arrangeait tout le monde. Et je finis par croire que ça arrange tout le monde. Dans ton magazine, tu décris tout le processus justement de la prostitution, comment se met en place ces réseaux, comment se mettent en place ces réseaux, comment les filles, quel est le parcours d'une fille qui arrive d'une situation compliquée et qui tombe dans la prostitution, dans des réseaux, etc. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, parce que tu as eu des témoignages, tu te bases sur des témoignages, sur des victimes qui ont décidé de témoigner et de réagir. C'est quoi l'avenir pour ces jeunes filles quand elles, justement, tu parlais de jeunes filles qui ont décidé de témoigner, qui ont décidé de réagir. Il y en a d'autres qui gardent le silence. Comment elles s'en sortent? De deux choses l'une. Soit elles s'en sortent très mal, c'est-à-dire que tu passes de, je te disais, 2 à 3 000 euros par jour à 1 000 euros par mois. Et tu fais, Clara en l'occurrence, elle fait des ménages. Et puis elle essaye de s'en sortir. Et puis pour elle, le but, c'est d'épouser son compagnon et d'avoir des enfants. Et comme ça, de repartir vers une nouvelle vie, d'oublier tout ça. Tu en as d'autres, elles deviennent maquerelles. C'est-à-dire, elles vont fédérer un groupe de 10, 15 filles, beaucoup plus jeunes. Et c'est elles qui vont gérer un peu l'infrastructure, tel appartement, de telle date à telle date, tel hôtel de telle date à telle date, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, elles surveillent un peu. Y a pas, en fait, il n'y a pas d'issue. L'issue, c'est soit... Parce qu'évidemment, il faut aussi se sevrer de la drogue. Et donc, dans le cas de Clara, elle a pris tellement de trucs que il a fallu évidemment passer par des cures de désintox, un suivi psychologique. Et je te le disais tout à l'heure, pour ces filles-là, seuls 4% sont suivis une fois qu'elles en sont sorties. Mais vu le nombre qui arrive, chaque année, tous les jours, tous les jours, tous les jours, de toute façon, c'est impossible de les traiter. Il y en a beaucoup trop. C'est pour ça qu'il faut mettre un coup d'arrêt. Il faut que tout en haut, là, ils se rendent compte que c'est la honte de la République française. Du côté de la police, tu crois qu'il y a... La police... La police est débordée. Enfin, j'ai envie de dire, que fait la police? La police est débordée. Ou alors, est-ce que c'est tout simplement pas une priorité? C'est pas du tout une priorité. Ils savent pertinemment. Certains en profitent, hein, tu vois ce que je veux dire, sont clients. Ou peuvent, via ces filles, avoir des renseignements sur tel petit dealer, sur tel truc, etc. Mais la police, il n'y a rien du tout qui nous donne l'impression que la police a décidé de faire un coup de filet ou de dire ça. Non, la police attend des ordres là-dessus. Mais la police s'en fout. Alors, ceux qui, au contact, ils le déplorent, j'imagine. Je me mets à leur place, hein, mais je n'ai pas senti chez eux une volonté de prendre ça de front et de dire ça suffit. De toute façon, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Il y a un certain nombre de sites qui ont quand même été fermés, par exemple coco.gg, le site de rencontre pour ados où on pouvait s'enregistrer en se faisant passer pour un adolescent sans aucune vérification d'identité, d'âge, etc. Ça a été fermé l'année dernière. Donc, est-ce que c'est un site qui était très populaire, qui brassait beaucoup de monde, beaucoup d'argent? Pour toi, c'était un coup de com' de Darmanin qui était mis un peu au pied du mur parce que
les affaires commençaient à sortir. Eh ben, donnons-lui rendez-vous. Monsieur Darmanin, faites fermer sexmodel.com. Voilà, tu vas sur sexmodel, tac, tac. Tu regardes, tu vas voir les filles, tu vas voir des trucs que tu vas penser à leur âge. Alors tu vas voir les âges affichés et tu vas regarder les filles. Et tu vas dire, ah, elle, si elle a 18 ans, moi j'en ai 108. Ça marche pas. Euh, pour s'inscrire, c'est 2 clics pour elle. On leur demande même pas de pièce d'identité. Et pour le client, c'est 2 clics pour avoir rendez-vous. Voilà. Et ça, alors, soi-disant, c'est, tu sais, site d'escorte. Donc, site de pute. Mais comment des mineurs se retrouvent là-dessus sans que cette entreprise ne soit fermée? D'ailleurs, combien même elle serait fermée, il y en a 5 ou 6 autres, et combien même on les ferme toutes, ils recréeront un nouveau système. Toi, tu as essayé de contacter des ASE pour leur donner la parole, laisser la contradiction, etc. Il n'y a aucune contradiction. En gros, c'est vous avez raison, je ne veux pas en parler. C'est la patate chaude, le bâton merdeux, C'est compliqué au d'enquêter fond, sur c'est une ces forme de sujets-là. fatalisme, quoi. Hmm. Un fatalisme. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez? Ben, qu'est-ce que je veux? C'est juste qu'elles se prostituent plus. Je sais pas, qu'on les force à revenir dans un cursus normal. Bien souvent, vous êtes allés, vous, services sociaux, vous êtes allés chercher des personnes qui vous avaient rien demandé, qui auraient pu s'en tirer dans la vie, si elles n'étaient pas passées par cette case-là. Et cette case-là va les transformer en prostituées. Donc, faites quelque chose. Comment on enquête sur un sujet comme ça si l'ASE ne veut pas en fait, Bah, ils ne veulent pas répondre? On parle avec tous les autres acteurs du système. Mais quels sont tes capteurs comment un sujet-là, ce sujet, tu connais la problématique, mais comment tu arrives à avoir la matière pour en faire un magazine? Alors, avocats qui traitent ce genre d'affaires, comme Michel Hamas, journalistes qui enquêtent ou qui font des bouquins. Ensuite, les filles elles-mêmes qui m'écrivent directement. Tu as beaucoup de témoignages de filles. Énormément, mais beaucoup de sujets du magazine ou qu'on retrouve sur la chaîne YouTube ou sur Carl Zero TV, ce sont des mails qu'on m'envoie ou des messages qu'on m'envoie sur les réseaux en me disant attention à ça, regardez, intéressez-vous à telle personne, qu'est-ce qui se passe avec ça et tout. Et c'est comme ça que petit à petit, des sujets qui n'ont pas droit de citer sur les médias dominants se retrouvent chez moi. Parce que les gens sentent bien qu'il faut que ça sorte. Et ils se disent, bon, bah, peut-être Carl Zero, c'est le vecteur, et voilà, moi j'essaye de le faire autant que possible. Parce qu'en même temps, je n'ai pas une armée de journalistes, j'ai pas. Donc, je fais comme le colibri, je fais un petit peu à chaque fois. Est-ce que tu as des témoignages de Mac ou de consommateurs, de clients repentis? Non. Non, mais ça serait pas très dur à trouver. Non, ce que disent les flics là-dessus, sur les clients, c'est que c'est pas souvent que un mec qui veut consommer une prostituée arrive dans l'appartement loué, voit la prostituée, comprend qu'elle est mineure et va les voir pour dire attendez, il y a une fille mineure qui se prostitue là à telle adresse. En général, bon, ils n'ont pas trop envie de dire qu'ils sont clients de prostituées, mais en même temps, ce faisant, ils sauveraient peut-être la fille, donc ils devraient le faire. Alors qu'à l'inverse, bien souvent, quand ils vont voir qu'elle est mineure, eh ben, ils vont chercher à revenir, parce qu'elle est mineure. Donc ça veut dire quand même qu'on a un problème en France avec le fait de vouloir absolument faire l'amour avec des mineurs. Je sais pas, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre en fait. Mais ça existait. On a parlé dans un entretien de cette vague 68 avec Matzneff, etc., qui ont essayé de faire passer justement pour normale cette sexualité des mineurs, voire même des très jeunes mineurs. Certains libérations, généralement, il y a eu une tentative comme ça pour expliquer aux kidam que c'était tout à fait normal et que même à la limite un nourrisson avait une sexualité. Tout ça ne fait que prendre de l'ampleur. La sexualité en général
une sexualité imposée, brutale, les viols. On a l'impression que ça se développe et que ça crée pour beaucoup une sorte de fascination. Et ça a un intérêt qui grandit, quoi. Il y a les affaires dans le show business, MeToo, les attouchements, les viols. En fait, l'actualité est remplie de problèmes, de problématiques Autour de la sexualité. autour de la sexualité. Écoute, Est-ce que c'était ça il y a déjà 20 ans? non, du tout. Du tout. Donc, ça, je dirais, moi ça me va. Parce que si on en parle, par exemple, Betaram, c'est une affaire qui me va très bien. Parce que Betaram, ça met au sommet de l'État un problème qui est réel, qui est le problème des maltraitances dans des écoles, bon, qui ne sont d'ailleurs, il faut le dire, pas que catholiques. Hein. Il y a des maltraitances, il y en a partout, et des viols, il y en a partout. Bon, mais là, c'était quand même un nid, Betaram, comme Riomont, comme machin. Bon, ok, ça existe. Ce qui est bien, c'est que les médias s'en emparent parce que ça touche le Premier ministre, qui lui est une espèce de couillon, il faut bien dire ce qu'il est. Je l'ai regardé dans son Qu'est-ce truc. que tu en penses de sa défense Oh, c'est n'importe quoi, on dirait un pauvre bœuf dans le rôle du taureau à la corrida, mais sauf que lui, c'est un bœuf. Il a Il pas de cornes. souffle, il dit n'importe quoi, il se souvient de rien, il veut passer une vidéo, la vidéo ne marche pas. Enfin, c'était pitoyable, cette démonstration. Quand tu penses que ce mec est toujours Premier ministre, bon, enfin, tu me diras, oui, mais on est en France, donc on peut mettre n'importe qui, mais effectivement, on peut mettre n'importe qui. Il est ridicule. Il a couvert, évidemment. Évidemment, il devrait se couvrir d'un manteau de honte et aller se cacher définitivement. Il ne le fera pas parce qu'il est tellement content d'être Surtout enfin. que sa fille l'a désavoué. Mais oui, oui. Sa propre Mais fille. oui, j'ai pas, oui, mais oui, en le désavouant, elle l'a couvert. J'ai pas osé t'en parler, papa, à l'époque. Allons bon. Donc, bon, au moins, elle a eu le courage de dire les choses. Lui ne l'a toujours pas, parce qu'il est emberlificoté là-dedans. Mais ça me va. Bon, après, Depardieu, alors, Depardieu, je trouve, franchement, moi, un peu exagéré, quoi. Bon, ok, c'est Depardieu, quoi. Il avait la main baladeuse avec des assistantes, des machins. Ou alors on va voir le prochain procès, la fille dit que c'est un viol, dans ce cas-là, c'est autre chose, c'est pas bien du tout, et là, je suis contre Depardieu. Mais il y a quand même deux poids, deux mesures, c'est-à-dire entre ce qui sort et ce qui ne sort pas, c'est ce qui ne sort pas qui est grave. Ce qui sort, au fond, n'est pas très, très grave. C'est ce dont je suis en train de te parler est très, très grave. C'est une industrie de la prostitution gérée par l'État. On ne peut pas faire mieux que ça. On ne peut pas imaginer pire. Oui, parce que les problèmes dans le cinéma, les plaintes, etc., on en entend, ça fait l'actualité. L'ASE, Mais ça on n'en n'intéresse parle personne. jamais. Ben ouais, parce que c'est pas Depardieu qui est client de petites prostituées de 12 ans. Tu vois, le problème. C'est-à-dire, les médias, ils leur font un nom. C'est comme si tous les médias devaient être Voici ou Closer, ou tu vois, ça n'a pas de sens. Là, c'est un vrai problème. On parle d'un truc sérieux, quoi. Ces procédures entamées contre les départements, ça peut mener à quoi, à ton avis? Déjà, à une bien plus grande médiatisation du problème. Donc, Michel Hammas a attaqué 3 présidents de département. Il me dit que d'ici 2-3 mois, il les aura tous. J'espère qu'il va attaquer les 101 présidents des 101 départements. Parce que c'est pareil partout, dom-tom compris, etc. Ok ? Si jamais je vois qu'il n'y arrive pas, je l'aide. J'ai, après tout, une association qui est un collectif d'avocats. On en a 40, donc on peut se mettre à son service pour relayer des plaintes dans tous les départements. Si tous les présidents de département se retrouvent devant la justice, ça prouvera qu'il y a... Et peut-être qu'en haut, on va s'émouvoir. Voilà. Sinon, je ne vois pas comment faire, à part casser l'ASE, créer quelque chose d'autre qui soit tenu, qui soit moral, qui soit honnête, qui soit intègre, et dont on puisse être fier. Sinon, on peut être fier de quoi dans ce pays, finalement? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? Si même ça, l'enfance, protéger les enfants, je me répète, mais des enfants qui ont été cabossés quand même par la vie avant, ils se retrouvent là, pas par hasard, ils se retrouvent là. C'est l'horreur déjà d'aller en foyer. Et en plus, ils vont se prostituer. Et on laisse faire. Merde. Et le ministre, on dit quoi? Vous l'avez contacté? Non. Je ne sais même pas qui c'est, le ministre. Il change tout le temps, puis c'est des nuls. Et tu vois, on n'y croit même plus à ça.
Hmm. Est-ce que tu disais On que va ça, prendre la fourche bientôt. tu disais qu'il y a des politiques qui s'intéressent, il y a des parlementaires Oui, qui s'intéressent au sujet. oui. Jusqu'où ça peut aller? Est-ce que c'est de la, ce sont des réponses de politesse ou est-ce que certains, tu as le sentiment, se sont Bah, vraiment saisis du problème? oui, ils se saisissent, mais en même temps, bon, ça va être, par exemple, une question lors des séances de questions. Ils vont profiter d'une niche attribuée à leur parti pour pouvoir poser une petite question là-dessus. Ils se feront expédier en 1h30 de réponse du ou de la ministre, et puis on n'en parle plus. Ils vont proposer ci, proposer ça, essayer de faire. Et puis ça sera retoqué, et puis tout le monde aura oublié, et puis rien ne se passe. Toujours pareil. Il y a des bonnes volontés, mais s'il n'y a pas. C'est pas juste des bonnes volontés. Il faut des volontés comme celle de De Gaulle, des volontés qui sont un chemin. C'est-à-dire, on dit, ah, ça, non, c'est fini. S'il n'y a pas ça, bah, on continue. Et on continue. Tu dis 25 000 mineurs prostitués, ça représente quel pourcentage sur l'ensemble Des foyers. des jeunes filles placées? Il y a combien de jeunes filles aujourd'hui? Est-ce qu'on a le chiffre des jeunes filles placées par l'ASE? On n'a pas le chiffre des jeunes filles précisément. On sait que les ASE ont placé 330 000 enfants. Euh, Ah, en ce moment, il y a 330 000 enfants de placés. Placés, que ce soit en C'est foyer, énorme. famille d'accueil. C'est Donc, énorme. l'aide sociale à l'enfance gère le quotidien et l'avenir de 330 000 enfants. Donc on est à un peu moins de 10% qui se prostituent. C'est Mais la fourchette basse ou vous pensez que vous êtes proche du chiffre réel? les filles des ASE, les prostituées disent c'est beaucoup plus. Alors, si c'est beaucoup plus, je ne sais pas. Mais il n'y a évidemment pas d'enquête faite là-dessus. Il n'y a pas de chiffre officiel. Le dernier chiffre officiel, il date de 2021, parce qu'il y avait eu un travail sérieux qui avait été fait pour les recenser, c'était 15 000. Travail sérieux qui préconisait des mesures qui n'ont pas été appliquées, mais bon, qui étaient des mesures évidemment, comme on vient d'évoquer, des mesures de les garder au chaud, quoi. Et les empêcher de sortir et de mettre un peu d'ordre dans tout ça, quoi. Là, on a une impression de déliquescence, quoi. De déliquescence. Dans ton magazine, tu parles aussi de... alors, il y a d'autres sujets qui sont développés. Tu parles du problème des réseaux sociaux, en particulier du rapport des enfants, des mineurs aux réseaux sociaux via Ah, le- le sharenting. Oui, Alors ça, en fait, c'est une alerte pour les parents ou les grands-parents. En vacances, on prend des photos des petits et puis on a tendance à les partager sur Facebook, sur Insta et tout. Et là, pareil, tu me disais d'où viennent les infos. Ben, bien souvent, je reçois un mail et on me dit regardez ça. Et là, c'est un gars, il m'envoie un truc. Il me dit allez sur tel site, voilà le mot de passe, et vous allez tomber de votre chaise. J'y vais et je tombe de ma chaise. Il y a là des centaines de milliers de photos d'enfants prises justement dans des circonstances de piscine, de jeunes, d'enfants qui se changent dans les douches, tu vois, ou de camps de vacances ou de trucs, de petites filles à la plage, mais je te parle de 0 à 10 ans, quoi, tu vois, des gosses. Et en parallèle de ces photos, alors si jamais les parents ou les grands-parents ont mis la série, il y a les 10 photos, et il y a des commentaires. Et les commentaires, alors ils sont dans l'envers des affaires, hein, j'ai publié dans toutes les langues. C'est pas des photos pédopornographiques, c'est juste des photos normales, quoi. Tu vois, une petite fille qui fait la culbute. Alors on la voit faire sa culbute. Et évidemment, ce qui intéresse les gens qui regardent ça, c'est ses fesses, quoi, tu vois. Alors qu'elle a un maillot d'enfant. Et ils écrivent des trucs, mais c'est pas possible, quoi. Et c'est nos photos de famille. Donc là, c'est juste une alerte pour dire, eh ben, désolé, mais on arrête de montrer les photos de famille. Parce que ça se retrouve là-dessus. Alors après, il y a des trucs plus compliqués où ils prennent les visages, avec l'IA, ils mettent des corps, à qui il arrive des trucs et tout. Je parle même pas de ça. Là, je parle juste voilà, c'est juste des photos vraiment banales, sympas, de famille à barbecue, les petits ont plongé dans la piscine.
je mets ça sur mon truc, boum, je retrouve ça sur des sites avec des mecs qui disent des trucs horribles. Voilà. Et c'est finalement Est-ce que pour un consommateur, pour un criminel, le point de départ, c'est quoi? C'est d'avoir accès à ce genre de photos. Est-ce qu'il y Ah, mais a, il s'excite avec n'importe quoi. est-ce La qu'il y a une preuve. gradation dans la, Ah bah oui, dans non, la mais bien sûr. progression? Non, mais je pense pas qu'il commence par regarder des photos de petits à la piscine ou de petits. Je pense que tout leur est bon. On l'a vu avec le procès Le Squarneck. Tout lui était bon. N'importe quoi. N'importe quoi. Dans sa quête y compris de faire l'amour avec des poupées quand il n'avait plus d'enfants sous les bras. Tout leur est bon. Il vient de dire d'ailleurs, parce que tu t'es intéressé à cette affaire, qu'il aurait mieux valu qu'il soit en prison. Ça lui aurait évité de commettre. Comment t'interprètes c'est quoi? C'est du foutage de gueule Oui, ou c'est c'est du quoi? foutage de gueule. Évidemment, il a tout fait pour pas être pris. J'ai vu hier, je crois dans Le Monde, que finalement, tout le monde disait ah, c'est un grand raté, on ne s'est pas rendu compte qu'il faisait ça. Mais évidemment qu'ils se sont rendus compte qu'il faisait ça et qu'ils l'ont couvert. En tout cas, l'ordre des médecins. Évidemment qu'ils le savaient. Il avait même été condamné pour pédopornographie. Donc ils le savaient, ils l'ont couvert. Ils ont dit ah, c'est un bon médecin, on a besoin de lui, on le garde. Il n'y en a pas assez en Bretagne, il est très bien, il fait des appendicectomies, il est formidable. Non, 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 écoute. Et lui, oh, lui, moi, des mecs comme ça, moi, j'ai peine de mort, je te l'ai déjà dit. Oui, mais justement, est-ce que tu crois que le traitement médiatique qui est réservé à ce genre d'affaires, on voit que Betaram, ça concerne le Premier ministre, donc c'est un sujet politique, donc ça sort. Mais il y a certainement d'autres Betaram. Toi, tu as certainement connaissance de beaucoup d'affaires qui ne sont pas encore sorties. Est-ce que le traitement médiatique de toutes ces affaires ne tend pas un peu à relativiser tout ça en disant, bon, ce qu'on disait tout à l'heure, bon, oui, elle était mineure, mais enfin, elle avait 16 ans, elle avait 15 ans. On joue aussi beaucoup sur la majorité sexuelle, en expliquant, oui, bon, bah, elle a 15 ans et demi, 16 ans, ça passe. C'est quoi Ouais. le traitement médiatique de toutes Alors, ces affaires? je te réponds au traitement, mais d'abord, je te dis quelque chose qui devrait te frapper. Avant 15 ans, la loi dit maintenant que c'est un viol. Le client qui va voir une prostituée, qui va avoir moins de 15 ans, c'est un viol. Évidemment, lui, si jamais il se fait pincer, il dira bah, elle m'avait dit qu'elle avait 18 ans, et j'y ai cru, et donc je suis un idiot, mais je m'excuse, et du coup, il ne prendra rien du tout. Il sera blanchi avec les honneurs. Mais c'est un viol. Maintenant, le traitement médiatique. Bien sûr, le traitement médiatique, il est un peu ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire, oui, il faut en prendre et en laisser. Mais quand même, ça monte. Et ça, c'est encourageant pour les combattants comme moi contre la pédocriminalité. C'est de dire, il y a quand même des affaires qui avant seraient restées complètement en dessous de tout radar et qui commencent à percer. Et elles commencent à percer parce qu'il y a justement les combattants, il y a justement les médias alternatifs qui nous donnent la parole et que les gens regardent. Moi, je le constate. C'est très intéressant d'ailleurs de constater ça. Si je vais dans la rue et tout, des gens viennent me parler de ce combat-là. Ils ne viennent pas me parler de « Ah, mais vous étiez à Canal+ il y a 20 ans ». Donc les gens, ils ont bien compris, donc ils nous suivent. Ils nous suivent, ils savent qu'on a raison. Et ils voient bien que, bon, il y a toujours la chape de plomb et qu'on n'arrive pas, mais ils savent aussi qu'on va finir par y arriver. Et que des affaires comme Betaram, ça nous aide. Mais profondément. Parce que les gens en parlent. Et plus ils en parlent, et mieux on se porte. Parce qu'à la fin, on va peut-être quand même réussir à faire péter le système. C'est intéressant ce que tu dis sur les médias alternatifs, parce que concernant Mertal, et je crois que les deux plus belles audiences de la chaîne YouTube, c'est avec toi. Ce qui veut dire qu'il y a un public qui s'intéresse au sujet, donc ça passe sur la sphère médiatique qui est non mainstream. En revanche, sur la sphère mainstream, alors qu'en fait, ce n'est pas un problème d'audience, puisque ça intéresse les gens. Ah non, ça fait c'est un problème que je 2 minutes au journal de 20h quand il y a vraiment une très grosse affaire. Et puis ça sera sans moi, parce que je ne suis pas invité de toute façon. Moi, je suis blacklisté, il est fou, machin, complotiste, mes couilles. Je crois que les gens se rendent compte que je fais ça vraiment. Alors, comme je l'ai déjà dit, hein, si je voulais m'enrichir, je ne lutterais pas contre la pédocriminalité. Je ferais mon métier, le métier que je faisais avant.
Je serai animateur, producteur, que sais-je encore, je ferai des docs. Non, je me bats pied à pied, jour après jour. Donc ça, les gens se rendent compte que je ne fais pas ça pour déconner, que je le fais vraiment et que je le fais dans un but qui est, comment on peut dire, noble, qui est un but, voilà, il faut que ça change. Après, il faut qu'on parvienne à ce que les médias, tout frileux qui sont et tout cons qui sont, arrivent à fond de l'armure et arrivent à nous relayer. Parce que malheureusement, si une affaire comme celle dont on vient de parler, il faisait trois trucs de 10 minutes à BFM TV ou à CNews, alors là, les gens commenceraient vraiment à s'en emparer beaucoup plus. Donc ces médias, ils ont un rôle et ils sont fautifs dans leur silence. Ils sont fautifs. C'est-à-dire, ils laissent faire. Ils attendent toujours de voir qui va commencer. Personne ne commence jamais. Heureusement, il y a les médias. Nous, on commence. Du coup, après, c'est eux, ils nous appellent. Dans l'affaire Bétarame, j'ai interviewé la fille d'un professeur de Bétarame. Qui racontait que à la maison, c'était Bétarame toujours. C'est-à-dire, ils la battaient, ils avaient le supplice du perron, là où tu es tout nu devant la maison, parce que tu as déconné, etc. Sexuellement pas très clair, bref. Et maintenant, c'est les mecs de France Télé qui m'appellent pour dire, je pourrais avoir le téléphone de la dame, etc. Mais ils veulent les infos et les contacts. Bien sûr. Mais ils veulent pas. Est-ce qu'ils vont en parler? Et déjà, est-ce que cette personne a envie de leur parler? Elle n'a jamais cherché à joindre des journalistes. Hein. Elle a cherché à joindre des gens qui sont des combattants. Parce qu'elle sait très bien qu'on va lui donner la parole et qu'on va la croire à un moment où, voilà quoi. Alors dans ton magazine, tu parles aussi qu'il y a 2 dossiers très intéressants et assez étonnants, je dois dire. Le premier, c'est le pape assassiné. C'est assez. Alors ça parle la théorie de ton contributeur dit que le pape en fait ne serait pas mort. Le pape Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier ne serait pas mort de sa belle mort, mais qu'il y aurait eu. Oui. Ce serait plus compliqué. Alors je m'y suis intéressé. J'ai même pas de contributeur, je l'ai écrit. Et donc pour l'écrire, j'ai repris tous les livres qui ont pu être écrits sur cette affaire de la mort de Jean-Paul Ier. En gros, il y a 2 théories. Une théorie officielle et vaticane qui est que, dans un sourire apaisé tenant l'imitation de Jésus-Christ ouvert dans ses doigts de presque saint, Jean-Paul Ier s'est endormi pour toujours dans son sommeil. Ça, c'est la version officielle. Version officielle. Canonisation, machin, truc. D'ailleurs, il mérite d'être canonisé. L'autre version, qui est la vraie, c'est Jean-Paul Ier, il est nommé et il se rend compte que la curie est un bordel sans nom, avec des intérêts dans tous les sens, de la mafia, de la loge P2, des francs-macs italiens, de Monseigneur Marcinkus, le banquier de Dieu, le banquier du Vatican, qui a les mains sales au-delà du possible, et il se dit, je fais le ménage. Et le voilà, bien décidé à faire le ménage. Bon, c'est pour ça qu'il va durer que 33 jours. Intervient, il y a une engueulade avec Monseigneur Villot, qui est camerlingue, à qui il explique, donc ça c'est même pas, c'est le jour de sa mort, avant la nuit où il meurt, et il a une liste dactylographiée où il y a les noms de tous ceux qui vont gicler, parce que ça suffit comme ça, nouveau pontificat, Paul VI terminé, maintenant c'est moi. Et chose rare, on entend des éclats de voix, ils s'engueulent. Au Vatican, c'est rare que les mecs s'engueulent, en général, ils se confessent, là ça crie. Et dans la nuit, il disparaît. Et après, plus rien ne correspond entre la version officielle et l'autre version, qui a été enquêtée et argumentée par beaucoup d'enquêteurs, beaucoup de journalistes, des prêtres, notamment un prêtre espagnol extraordinaire qui a aujourd'hui encore, il a 81 ans, il continue, alors que l'histoire se passe en 78, donc il y a presque 50 ans. Mais il continue à dire qu'il a été assassiné. Et puis il y a aussi un Américain qui arrive, alors lui, c'est carrément le neveu de Lucky Luciano. Alors lui, c'est mafia italienne américaine, et qui dit, moi c'est mon parrain de Sicile, il m'a dit, bon, allez, tu vas au Vatican,
Et au revoir. Donc il raconte comment il a organisé l'assassinat. Et alors l'assassinat, ça c'est assez incroyable. Ils ont commencé par mettre du Valium. Il avait un petit flacon d'Effortil, un médoc qu'il devait prendre. Il n'était pas très vieux, mais c'était un truc, je sais pas, pour la tension, je crois. Donc du coup, il s'est endormi profondément et après, comme il dormait, ils lui ont fait une petite pipette, alors là, de cyanure ou de je sais pas quoi. Et comme il n'y a pas d'autopsie au Vatican, enfin, ils ont dit, ah non, pas d'autopsie au Vatican. Alors qu'en fait, dans l'histoire du Vatican, il y en a eu 4. Mais là, il n'y en a pas eu. On a dit mort naturelle, il a fait un infarctus, et fin de l'histoire. Et tu as donc d'un côté des gens qui t'expliquent rien ne s'est passé, et de l'autre, plein de gens qui t'expliquent voilà comment il est mort, mais précisément. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un peu comme une enquête à la Simon, ou à la, tu vois, tu as les versions des bonnes sœurs qui étaient là, les versions des différents prélats qui étaient là, et les heures ne correspondent pas, et ce qui s'est passé avant ne correspond pas, et la manière dont il n'a pas été autopsié, ou les rapports du médecin sont tronqués, et tout est fait. Et on comprend pour une sorte de ah non, pas de vague, il faut surtout pas qu'on sache ce qui s'est passé. Et à la fin, alors moi c'est mon sentiment, mais j'invite les lectrices, les lecteurs à lire, c'est clair comme de l'eau de roche. Ce gars-là a été assassiné, donc je souhaite ardemment, je ne sais pas ce que veut faire Léon XIV, mais je souhaite ardemment qu'il se protège et qu'il ne prenne surtout pas de petits flacons à côté de son lit. C'est un métier dangereux, pape. C'est pas un métier de tout Surtout repos. en ce moment. Oh là 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 là, compliqué, compliqué. Je disais, il y a une deuxième enquête surprenante, c'est la famille perdue d'Adolf Hitler. Oui, ça c'est un peu insolite, hein, mais c'est rigolo. Parce que Hitler, je me souviens quand je faisais des documentaires historiques un peu pour RMC Découverte, toute l'histoire. Et le mec de RMC Découverte, il disait je veux des docs sur Hitler. Je disais pourquoi? Il me disait parce que dans Hitler, il y a Hit. Déjà, parce que ça fonctionnait en termes d'audience incroyablement n'importe quoi. Bon, après, moi, je lui ai fait d'autres trucs. Mais, sur Hitler, il y a un truc intéressant, c'est qu'il avait une famille américaine. Et cette famille américaine, il avait même un cousin américain qui est venu le voir quand il était le Führer en Allemagne et tout, et que ça gênait pas plus que ça qu'il soit d'ailleurs le Führer. Et cette famille américaine a continué évidemment à vivre aux États-Unis, à Brooklyn, dans le New Jersey et tout. Mais alors eux, ils sont honteux. Ils sont cachés, ils ont essayé de changer de nom, ils sont très discrets. Ils ont réussi? Ils ont réussi plus ou moins. C'est un peu gênant tu vois, bon, tonton Hitler, c'est moyen. Et de l'autre côté, tu as en France, alors un phénomène, la famille Loret. Alors tu avais ce type qui s'appelle Jean-Marie Loret, qui est décédé depuis, mais maintenant tu as son fils qui s'appelle Philippe Loret. Et Jean-Marie Loret disait « Je suis le fils d'Hitler ». Et donc il situe très très bien sa conception. C'est en 1917, je crois, dans un petit village français qui est occupé par les Allemands. Sa maman, qui à l'époque est seule, se met en ménage avec Adolf Hitler, qui lui est, je sais pas quoi, caporal. Ils ont cet enfant, puis la guerre est finie, Hitler repart, elle accouche de l'enfant, auquel elle révèle, mais alors beaucoup plus tard, vers les années 30, elle lui dit ben, ton père c'est Hitler. Et alors après, là, il y a des... Qui faut-il croire? Elle dit qu'elle était appointée pendant l'occupation par les Allemands, elle recevait des chèques pour l'aider, etc., sans trop dire pourquoi, mais que Hitler veillait un petit peu sur cette progéniture. Et lui en a fait le combat de sa vie, Jean-Marie Loret, jusqu'à ce qu'il y ait une prise de test ADN qui démontre qu'il n'était pas le fils d'Adolf Hitler. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Pas du tout. Voilà que Philippe, son fils, décide à son tour, après avoir été toute sa vie électricien, l'âge de la retraite arrive, il décide qu'il est le petit-fils d'Hitler, et il fait campagne, et il en fait un peu trop d'ailleurs, il pose avec des casquettes nazies, enfin bon, et lui est persuadé qu'il est le petit-fils d'Hitler, et il fait comme son père, il pose, il s'est laissé pousser la moustache, il fait des têtes à la Hitler. Je te dis c'est insolite, mais c'est quand même assez marrant. Ouais.
Et au final, on sait que cette famille américaine, c'est pas de la descendance directe, puisque Hitler n'a jamais eu Non, non, de c'est progéniture c'est avec Eva Braun. Ou... Non, il y a de la famille en Autriche et il y a de la famille aux États-Unis, mais c'est vraiment des cousins. Ça, il n'y a aucun doute. Par contre, ce rejeton français, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. Parce que l'ADN a démontré que Jean-Marie ne l'était pas, mais finalement, Philippe s'appuie là-dessus en disant c'est pas vrai parce qu'on n'a pas comparé. Avec quel ADN d'Hitler vous avez comparé, dit-il. Ce qui n'est pas faux, parce que personne n'a... Donc, lui demande à la Russie de bien vouloir prêter soit les dents, soit le crâne, Oui, qui conserve, au FSB, oui. voilà, et de façon à ce qu'on puisse comparer son ADN à celui qui sera réellement gratté sur le crâne ou les dents d'Hitler, et il attend la réponse de la Russie. Je pense qu'en ce moment, Vladimir Poutine a autre chose à foutre. Toi, sur toutes les affaires que tu traites, que ce soit sur l'enfance, la pédocriminalité, mais aussi ce genre d'affaires, on a parlé du pape, on a parlé d'Adolf Hitler, euh, tu es au carrefour d'affaires réelles dont on ne parle pas, sur lesquelles il faut enquêter, sur lesquelles tu enquêtes. Tu fais le travail des médias mainstream et sur des affaires qui peuvent coûter cher, qui sont risquées. Et tu es aussi au carrefour d'un monde un peu tu parlais de cette personne qui se prend pour le petit-fils d'Adolf Hitler, qui se grime, etc. Tu es au carrefour aussi de personnalités qui ont des pathologies mythomanes ou qui racontent n'importe quoi ou qui peut-être cherchent à te piéger aussi en t'emmenant sur de fausses pistes. Comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as une méthodologie particulière pour, d'abord, mener tes enquêtes à bien, mais aussi ne pas te faire piéger, ne pas te faire emmener sur des terrains minés? Ouais. Je dirais d'abord, de par le métier que j'ai eu pendant tellement d'années, puisque finalement j'ai commencé très tôt, à 18 ans, directement journaliste de presse écrite pour Actuel. Ensuite la télé, ensuite bon, le vrai journal, où j'avais un aéropage de journaliste et tout. Donc le métier m'a appris quand même à me méfier des pièges. Surtout quand tu luttes contre la pédocriminalité, parce qu'on a tout fait de t'emmener dans une connerie. Bon. On m'a d'ailleurs reproché de m'être trompé dans l'histoire de l'affaire Allègre, et je t'ai déjà dit sur ce plateau que je ne me suis absolument pas trompé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai sauté en route. Ensuite, bon, donc il y a le métier, il y a l'intuition. Tu vois tout de suite, en tout cas moi, au bout de 8 secondes, je vois tout de suite s'il y a quelque chose ou si on est face. Parce que malheureusement, des gens un peu fous, ou des gens que la vie a rendu fous, ou la douleur a rendu fous, ça existe. Et donc qui en rajoute, ça existe aussi malheureusement beaucoup, y compris dans des affaires de pédocriminalité, où on se retrouve avec un réseau sataniste, etc. Tout est en place, et puis finalement, la montagne accouche d'une souris, la personne avait inventé. C'est des choses qui peuvent arriver. Et avant de communiquer ou de médiatiser, même si c'est avec nos maigres moyens, évidemment qu'il y a un travail de recoupement, d'enquête, de regarder, et d'essayer de ne pas se fourvoyer. Après, sur des trucs, alors là, je dirais, finalement plus historiques, comme Jean-Paul Ier, ou insolites comme les héritiers d'Hitler, là c'est quand même des sujets où je ne suis pas tout seul, où il y a eu déjà des livres de faits, des travaux de faits, donc après c'est plus parler avec tel journaliste, tel enquêteur, là tu risques pas beaucoup de te faire piéger. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être nous donner des pistes sur les prochaines affaires sur lesquelles tu travailles? Est-ce que tu vas creuser cette question de l'azote, à estimer en avoir fait le tour, ou est-ce que tu vas continuer d'appuyer? Est-ce que tu as d'autres sujets d'investigation, d'enquête? J'en ai, mais là, je vais te dire, on est en train de préparer quelque chose d'extrêmement différent pour l'été. Je crois que ça sortira fin juin, qui sera un hors-série de l'envers des affaires, et qui sera en fait mes interviews tout au long de ma carrière, les interviews les plus cultes. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer vraiment de tout, et dans tous les domaines. Et on s'est dit, ça plaira peut-être aux gens d'aller lire ça sur la plage, mais c'est vrai, quand tu regardes le chemin parcouru, c'est étonnant. Et même moi, j'ai évolué beaucoup aussi. Je ne suis pas du tout le même que quand j'ai commencé à 18 ans. Et donc, même l'approche, le
la façon dont je faisais les choses auxquelles je croyais. Donc ça aussi, ça se raconte. Ça, c'est plus les chapeaux, mais ça se raconte. C'est l'évolution un peu du... Donc voilà, là pour l'instant, c'est là-dessus que je suis. Après, évidemment, des enquêtes au feu, j'en ai. Sur le feu. Est-ce qu'on te demande aussi, parce que toi, tu fais un audit, tu fais de l'enquête, tu fais de l'investigation, est-ce qu'on te demande aussi peut-être d'apporter des solutions, de faire des propositions pour sortir de tout ça? Ah non. Et je le déplore. J'attends toujours que... Non, non, on ne me demande rien du tout. Rien. Mais tu sais ce qu'il faudrait faire Pour améliorer les choses. On parlait de l'azote tout à l'heure. Est-ce que tu as une idée assez claire Non, attends, sinon je serais un homme politique, j'aurais un programme de gouvernement, et j'irais voilà, tac, tac, pourquoi tac, pas tac. Non, sûrement pas. Mais en revanche, j'ai quelques idées et quelques pistes, oui, si on daigne m'écouter. Mais si c'est pour aller reperdre mon temps dans des commissions Théodule, je veux pas. Parce que sinon, c'est bon, là, comment allez-vous, machin, bravo, tac, tac, et il n'en sort rien jamais. Et il faut continuer à pousser. C'est plus, je crois, en parlant directement aux gens, que les gens prennent conscience et qu'à tout niveau, voilà, ça fasse masse. En fait, qu'en haut, ils comprennent que, bon, on revient à 1 sur 5. 1 sur 5, c'est le nombre de personnes qui ont été abusées dans leur vie. En France, ça fait plus de 13 millions de personnes. Je pense que ces 13 millions de personnes-là, elles comprennent ce que je dis. Je pense que ça, en termes électoraux, ça vaut quelque chose. Oui, ça vaudra de plus en plus. Ça a un poids. Alors peut-être, c'est ça qu'il faut faire, les fédérer. Simplement les fédérer. C'est pas faire un parti politique, c'est dire voilà. Et à un moment, on dira pour qui on vote, en fonction de vos programmes. C'est peut-être ça que je dois faire, j'en sais rien. Moi. Oui, que ça devienne en fait politiquement incontournable au moment des grandes c'est un levier. échéances électorales. En réalité, c'est un levier. S'ils veulent rien faire, on peut leur faire comprendre comme ça. Après, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que j'ai l'énergie ? Après, il faut monter une équipe. C'est un boulot incroyable. L'énergie, tu en as, il n'y a pas de doute. Écoute, j'ai 63 ans, bientôt 64. J'aimerais bien vivre vieux et si je me fatigue comme ça, boum. Chers amis, vous l'avez compris, si vous souhaitez participer à ce combat, alors procurez-vous dès maintenant le numéro du magazine de Karl, L'envers des affaires, consacré à la nouvelle prostitution. 25 000 prostituées issues des rangs de l'aide sociale à l'enfance. Abonnez-vous aussi à ta chaîne YouTube. On met le lien en description. Ouais, et à Karl Zero TV, où il y a maintenant 250 documentaires et films qui concernent et qui viennent du monde entier et qui concernent la pédocriminalité. C'est 5 € par mois. Nous avons besoin de votre soutien pour combattre, donc procurez-vous son magazine. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et tous les liens pour contacter et vous procurer les productions de Karl sont en description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci Karl. Merci Charles.